Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier JT Hertz-en-Provence de l'année présenté par le nouveau bureau, et voici les actualités du mois. Nous commençons avec la vague d'indignation qu'a soulevé le meurtre d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée de la Grande Combe dans le Gard ce vendredi 25 avril. L'homme, d'une vingtaine d'années et d'origine malienne, a été poignardé à de multiples reprises alors qu'il se trouvait dans ce lieu de culte. Le meurtre du jeune homme est suspecté de découler d'un acte islamophobe, piste privilégiée par la justice, a assuré le procureur de la République aux antennes de BFM TV. Indigné, attristé et en colère, un sentiment d'insécurité gagne les musulmans dans tout le pays suite à ces actes déplorables, comme à Lyon, où se sont rassemblées ce mardi 29 avril de nombreuses personnes afin de dénoncer le crime islamophobe dont a été victime le jeune homme. Après 3 jours de traque intensif, l'auteur présumé des faits, Olivier H., s'est rendu de lui-même dimanche soir dans un commissariat de Pistoia en Toscane. Une information judiciaire pour meurtre aggravé par la préméditation a été ouverte le lundi 28 mai. Le pôle criminel du parquet de Nîmes est désormais saisi de l'enquête. Selon son avocat italien Giovanni Salvietti, cet homme de 21 ans aurait assuré aux enquêteurs avoir tué la première personne qu'il a trouvée sur son chemin. Il n'a rien dit contre l'islam ou contre les mosquées, a-t-il ajouté. L'affaire est à suivre et continue aujourd'hui encore à diviser, à l'exemple de l'annonce de Gérard Larcher, président du Sénat, annonçant aux antennes d'RMC ce mercredi 30 avril que la Chambre haute n'observerait pas de minute de silence, contrairement à l'Assemblée nationale lors des questions du gouvernement ce mercredi, réservant cet hommage uniquement aux disparitions de sénateurs ou à de graves événements. Bonjour à tous, aujourd'hui cela fait 100 jours que Trump est arrivé à la Maison-Blanche. En effet, le 20 janvier 2025, Donald Trump prête serment pour un second mandat à la Maison-Blanche, après une victoire surprise aux élections de novembre 2024. Dès son investiture, il annonce vouloir restaurer la grandeur de l'Amérique, en inversant de nombreuses politiques mises en place par Joe Biden. Marqué par une série de décisions controversées et de ruptures avec les politiques de son prédécesseur, revenons aujourd'hui sur les mesures phares de son mandat. D'abord, son mandat se caractérise par une très forte gouvernance par décret. Trump a signé environ 140 décrets exécutifs, un nombre comparable à celui de l'ensemble du mandat de Biden. Ces décrets ont permis de révoquer des mesures sur le climat, la santé publique et l'immigration tout en renforçant les pouvoirs présidentiels. De plus, comme promis lors de sa première campagne, il a renforcé sa politique migratoire et économique. L'administration a intensifié les expulsions avec plus de 139 000 personnes renvoyées en 3 mois et elle a également imposé des droits de douane de 145% sur les importations chinoises, entraînant une riposte de Pékin avec des droits de douane de 125%, augmentant les tensions économiques mondiales. Trump a relancé également l'exploitation pétrolière en Alaska, retiré les États-Unis de l'accord de Paris pour la seconde fois et mis en place une politique énergétique plus favorable aux énergies fossiles avec son fameux Drill Baby Drill. Il a également annoncé des investissements massifs, dont 500 milliards de dollars pour un projet d'infrastructure en intelligence artificielle. Et sur la scène internationale, Trump a soutenu la revendication russe sur la Crimée, provoquant une réaction ferme de l'Ukraine. Il a également réengagé les États-Unis dans le conflit de Gaza, où plus de 2000 Palestiniens ont perdu la vie depuis la reprise des hostilités. De plus, il continue sa politique agressive envers le Canada, qu'il veut acquérir comme le 51e État, et envers le Groenland appartenant au Danemark. Comme cadeau d'anniversaire pour ses 100 jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu un retour de bâton sévère. Les électeurs canadiens ont donné la victoire au candidat Mark Carney, qui avait placé sa campagne sous le signe de la résistance à Trump. Ainsi, malgré ses partisans saluant une politique affirmée et un retour à des valeurs conservatrices, une opposition se constitue toujours, dénonçant une dérive autoritaire et une remise en cause des institutions démocratiques. On le voit avec une étude de l'IFOP où près de 1/4 des électeurs de Trump regrettent leur vote et ont honte de lui. Reste à savoir si le succès de Trump restera ou s'ébranlera. Maintenant, laissons place à Lola et sa chronique sur le Canada et les États-Unis. 16% d'intention de vote pour les libéraux au Canada en décembre 2024. Les chances pour le successeur de Justin Trudeau de devenir le futur Premier ministre canadien étaient très minces. Pourtant, Mark Carney a réalisé un miracle. 25%, 35%, 37%, 43%. Il finit par remporter hier les élections législatives en atteignant quasiment la majorité absolue. 166 sièges sur 343. Son adversaire conservateur, Pierre Poilievre, a vu son avance fondre
irrémédiablement jusqu'à perdre son siège dans l'Ontario. Cette remontada politique s'est faite dans un contexte international particulièrement tendu où les relations économiques avec le grand voisin du Sud sont devenues extrêmement conflictuelles. À des échelles locales, nationales et internationales, nous allons voir que les tensions entre le Canada et les États-Unis ne traduisent pas seulement des rivalités économiques, mais sont l'expression la plus aboutie d'une opposition fondamentale entre deux conceptions de l'organisation sociale et politique. Un reportage récent du journal Del País, 2 articles de la semaine dernière du Huffington Post et de Courrier International mettent en lumière la situation actuelle de la bibliothèque Haskell, un symbole centenaire d'unité culturelle aujourd'hui menacée. La bibliothèque et salle d'opéra Haskell, située entre Stansted au Québec et Derby Line au Vermont, est au cœur d'une controverse qui suscite l'émotion des deux côtés de la frontière. Depuis 1904, cet édifice unique en son genre permettait aux Canadiens et aux Américains de se rencontrer, de lire, d'assister à des spectacles, le tout sans formalité douanière. Une simple ligne noire tracée au sol marquait la frontière à l'intérieur du bâtiment. Cette époque semble révolue, Donald Trump est passé par là. Il a récemment décidé de restreindre l'accès des Canadiens à l'entrée principale, située côté américain. Désormais, seuls les détenteurs d'une carte de bibliothèque peuvent y accéder et à partir du 1er octobre, tous les visiteurs canadiens devront passer par un poste frontalier officiel pour entrer. Les autorités américaines justifient cette décision par des préoccupations sécuritaires, évoquant des cas de trafic d'armes et de drogue. Pourtant, les incidents signalés sont rares. Le nombre massivement gonflé par les autorités et la communauté locale déplore une mesure jugée excessive et surtout discriminatoire et absurde. Aujourd'hui, les responsables de cet havre de paix cherchent une solution. Ouvrir un accès côté canadien pourrait être possible, mais il faudrait réunir des fonds très importants pour une institution à but non lucratif. C'est donc dans les plis d'un paisible quotidien que se loge la bête immonde du repli sur soi et de l'enfermement de la forteresse assiégée. Selon un article publié le 28 avril 2025 dans l'Actualité, plus grand magazine francophone du Canada, le Dominion, nom officiel historique du pays, est face à un tournant historique. Alors que les élections législatives fédérales se tiennent ce 28 avril, le Canada n'est pas prêt à faire face aux défis des 4 prochaines années, notamment ceux posés par la présidence de Donald Trump. L'heure n'est plus à l'innocence. Le climat de la campagne électorale canadienne 2025 est instable, marqué par de nombreux enjeux majeurs comme la crise climatique, le logement, l'économie, mais surtout une montée inquiétante des visées américaines sur le pays face auquel il faut agir. La menace américaine est réelle. Donald Trump, en grand impérialiste, avec un charisme discutable, fait peser une menace sur des ressources vitales comme l'eau des Grands Lacs. Certains craignent même la réalisation effective d'un ancien projet fou, un canal reliant la baie James aux États-Unis via un grand canal qui serait écologiquement dévastateur et économiquement consternant, estimé à plus de 175 milliards de dollars. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, ancien soutien des camionneurs anti-vaccins et figure montante incarne une opposition ferme au Parti libéral. Malgré ses promesses de défendre la souveraineté canadienne face à Washington, sa position est toutefois ambiguë et ses propos sur la menace américaine n'ont pas suscité l'enthousiasme du public. L'époque où les Canadiens élisaient des gestionnaires passifs semble révolue. Le pays fait face à des défis existentiels et doit choisir des dirigeants capables de défendre l'identité, la souveraineté et les intérêts stratégiques du territoire. C'est ce que les électeurs canadiens ont compris avec le mouvement Elbows Up. Enfin, suite aux agressions répétées de l'administration américaine, le Courrier International, dans un article publié le 10 avril 2025, questionne un renforcement de la solidarité entre la France et le Canada. Le mouvement Buy Canadian, lancé au Canada dans le but de promouvoir les produits nationaux face à la politique agressive de Donald Trump, trouve un écho important en France avec notamment le groupe Le Boycott. Au Canada d'abord, berceau de ce mouvement de boycott, on observe un recul de 6,5% des ventes de produits américains. 85% des Canadiens déclarent remplacer au moins certains produits américains par des alternatives canadiennes. Ce boycott s'étend au tourisme avec une chute de 70% des réservations de vols vers les États-Unis et les passages frontaliers par voiture ont diminué de 23%. En France, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on observe un rejet important du Made USA. Pour donner un ordre d'idée, 32% des Français boycottent actuellement au moins une marque américaine, avec des intentions de boycott atteignant 57%. Les marques les plus visées incluent Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Starbucks, KFC et X tenues par Elon Musk. Dominique Pipier, française de Aix-en-Provence, est une membre active du mouvement de boycott. Elle a décidé de se tourner vers des alternatives comme Mastodon pour remplacer Google ou Amazon.
D'après Édouard Rouzès, fondateur, ces différents groupes de boycott réunissent déjà plus de 30 000 membres et continuent de gagner en visibilité à chaque nouvelle provocation de Donald Trump et son bras droit, Elon Musk. Ce boycott a plusieurs conséquences, parmi lesquelles un rapprochement entre le Canada et la France. En effet, les Français ont succombé à la séduction du pays de l'érable, vu comme plus progressiste et indépendant face aux États-Unis. Le Canada devient alors une alternative positive face à l'influence américaine dans l'opinion publique française. Ce phénomène ne touche pas que la France et le Canada. Cette peur de l'annexion américaine et ce rejet de l'américanisation est un sentiment ressenti par tous à différentes échelles. Le mouvement s'étend au Danemark et en Suède avec 90 000 et 80 000 membres respectivement. Pour conclure, ces quelques articles mettent en lumière ce que l'élection de Trump laissait présager. Au-delà des agitations populistes et démagogiques du président américain, on voit se dessiner une réelle fracture entre deux visions du monde et de son avenir. La première assise sur les certitudes qu'apporte l'éternel rapport de force entre les sociétés se défiant systématiquement, et la seconde qui cherche à faire prévaloir le droit international et la coopération. Nous sommes au tournant d'une véritable confrontation. Il est temps que nous choisissions fortement notre camp. Merci Lola, merci Roxane, merci au bureau de cette année et merci à tous pour cette année qui fut riche en informations et on se dit à septembre. C'est pas vrai.